Bon, bonjour à tous. Merci d'être présents aussi nombreux aujourd'hui. Donc, j'inaugure personnellement, puisqu'il y a eu plusieurs webinaires cette année 2022 qui ont précédé. Et donc, c'est le troisième webinaire nouvelle formule qui va se dérouler aujourd'hui avec la présence et les interventions de trois entreprises majeures dans la RFID. J'ai nommé la société Zebra avec Ludovic, où il est Guido. Didelot. Oui, pardon, je cherche les fiches là, tu vois, j'en ai plein. Donc, On restera Ludovic. Ludovic, avec Ludovic, donc Didelot. La deuxième, c'est CIPAM avec Vincent Routaboul. Et la troisième sera la société Steed avec Aurélie Margalef. Voilà. Donc, nous allons faire d'abord un premier passage de ces trois entreprises les unes après les autres pour qu'elles se présentent rapidement. Et ensuite, nous entamerons un débat entre nous quatre sur des questions liées au sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire quelles sont les évolutions de la RFID et des standards et tendances à aujourd'hui. Bien, bon, alors donc, nous allons tout de suite commencer par toi, Ludovic, et voilà, je t'invite à démarrer maintenant. Alors, oui, Oui. alors avant de démarrer, j'ai oublié, parce que j'ai perdu l'habitude, mais j'ai oublié de dire que tous les auditeurs ont la possibilité de poster des questions en cliquant sur le bouton qui est en bas de leur écran Zoom, qui s'appelle Q et R, voilà, par écrit. Et ces questions seront prises soit dans le courant des débats, soit à la fin de notre webinaire, qui devra se terminer, je pense, vers 12 heures. Voilà, à toi, Ludovic. Ok, merci beaucoup Philippe. Je repartage mon écran. Si tu peux me dire Philippe, quand tu le vois, j'imagine que tout le monde le verra. Je le vois. Très Super, bien. bonjour à tous. Eh bien, écoutez, donc Zebra est le leader en termes de solutions de capture et d'impression de données. Nous existons depuis une cinquantaine d'années. On a commencé par faire les premiers scanners de code à barre, puis d'impression. On a évolué ensuite vers les impressions thermiques. Je suis gêné avec un truc sur mon écran. Voilà. On a évolué ensuite dans les années 2000 sur la RFID, qui est un autre mode de capture de données et d'impression, puisqu'on fait aussi des impressions RFID. On va très loin puisque on est capable de faire des impressions mobiles de RFID. On a été aussi leader sur la solution de reconnaissance vocale, solution d'inventaire tactile sous Android, et on a différents parcours de migration d'applications Windows, sans parler d'environnement intelligent pour les imprimantes thermiques aujourd'hui. Mais ce qui nous concerne, bien sûr, c'est la RFID aujourd'hui. Juste pour resituer encore Zebra au niveau international, hein, c'est plus de 4400 brevets qui sont obtenus et en cours d'obtention, d'où la raison pour laquelle on se place comme leader et avec un gros investissement recherche et développement. On a plus de 10 000 partenaires dans le monde répartis dans plus de 100 pays et on a le plaisir justement d'être aujourd'hui avec deux de nos partenaires qui sont CIPAM et Steed. Zebra au niveau mondial, c'est plus de 5 milliards de dollars de chiffre d'affaires, plus de 8 000 collaborateurs répartis dans plus de 100 bureaux sur 50 pays. Voilà pour Zebra et je crois que c'est toi Vincent qui va prendre la suite. Eh bien, écoute, Vincent, je te donne la parole, hein, parce que grosso modo, vous pourriez vous débrouiller tous tout seul sans Non, moi. Hein. mais non, tu es indispensable, Philippe. Ouais, merci. Merci en tout cas pour la transition. Bonjour à tous. Donc, Vincent Routaboul, moi je suis directeur de la société CIPAM et je vais vous la présenter en quelques mots et en quelques slides. Hop. Voilà, j'espère que tout le monde voit mon écran. Ouais, c'est bon. Merci. Donc, CIPAM, c'est une société, comme l'a dit Ludovic, qui est intégrateur de solutions de l'industrie. Et à ce titre, on s'appuie sur un certain nombre de fabricants à la fois innovants et qui proposent des produits robustes, puisque notre secteur d'activité, c'est principalement l'industrie, on y reviendra tout à l'heure.
Donc, CIPAM, on est à peu près 25 personnes réparties de la manière suivante, avec un gros service technique de plus de la moitié. Donc, et notre métier, c'est d'accompagner les industriels depuis 93, puisque la société existe depuis près de 30 ans maintenant. Et dès le début de la société, et c'était la raison pour laquelle elle a été créée en 93, c'était d'utiliser les technologies RFID pour apporter des solutions de traçabilité et d'identification aux industriels. Donc, on va dire qu'on a une longue expérience en RFID. À ce titre aussi, on a cheminé depuis le début de l'aventure ConnectWave et le CNRFID, qui était son nom précédemment. Et donc, on accompagne l'évolution de la RFID et tous les acteurs en France depuis toujours, et notamment, comme je disais tout à l'heure, pour nos compétences en industrie 4.0, donc la 4e révolution industrielle qui a vocation à aider les entreprises industrielles à mener leur transformation numérique. Alors, on a ça de commun avec Zebra et Steed, c'est qu'on a la chance d'être dans des technologies qui aujourd'hui sont présentes dans tous les domaines. Donc, on a la chance d'avoir un métier qui nous amène à travailler dans tous les secteurs. Donc, c'est en ça que c'est passionnant. Et donc, notre métier d'intégrateur, c'est choisir les bons composants, les bons équipements pour les applications de nos clients. C'est concevoir les solutions avec nos clients en partenariat. Et donc, à ce titre, on fait de l'ingénierie, évidemment, d'équipements, des solutions. On en parlera, j'espère, tout à l'heure dans la discussion. On se tient au courant de toutes les innovations. On en fait nous-mêmes un petit peu. Et derrière, on est capable et surtout susceptible, et c'est pour ça que les clients viennent nous chercher, c'est d'intégrer dans l'environnement du client en apportant vraiment de la performance et sans forcément trop perturber l'existant. Et c'est en ça que notre métier est également passionnant. Donc, en quelques mots, pour être complètement terre à terre, on préconise et on fournit du matériel, on fait les aménagements électromécaniques qui le nécessitent, et ensuite on fait toutes les briques logicielles qui permettent de l'intégrer dans l'environnement de notre client. Voilà, j'en ai terminé, je passe la main à Magali. Aurélie. À Aurélie, pardon. J'ai l'habitude, c'est mon deuxième prénom presque. Non, mais c'est le côté Margalef Aurélie. C'est ça. Je le sais, j'ai l'habitude, ne vous inquiétez pas. Du coup, est-ce que ça fonctionne? C'est tout bon? Tout le monde voit tout? Yes, c'est arrivé, Aurélie. Voilà, donc moi Aurélie Margalef, donc je suis ingénieure en R&D à Steed. Ça va faire maintenant 17 ans que je travaille du coup dans la RFID et plus particulièrement surtout en UHF. Donc Steed, c'est une PME française qui a été créée en 1996, qui est fabricant concepteur de la RFID, que ce soit donc de la RFID HF, LF et UHF. Donc quand je parle HF, c'est autour des 13 mégas 56. Et UHF, ce sera plus entre 860 et 960 mégas. On a deux pôles d'activité de marché distincts. Donc, il y a d'une fois, là, c'est tout ce qui est la partie sécurité pour des applications de contrôle d'accès, contrôle de la personne. Et il y a aussi le domaine de l'industrie, donc qui est surtout où l'on va plutôt venir gérer et superviser et sécuriser des flux actifs. Donc, ceci, ça va entraîner le débat. Donc, on va partir sur, du coup, puisque le sujet principal, justement, de ce webinaire, c'est l'évolution et la tendance de la RFID. Donc, moi, ce que je voulais mettre en place ici, c'est donc Steed, on s'occupe à la fois, on a à la fois la HF en 13 mégas 56, donc comme je l'ai dit, en contrôle d'accès, où historiquement, justement, c'est là où il y a le plus de sécurité parce que c'est le contrôle des personnes. Et maintenant, en fait, ce qu'on entend, la tendance actuelle qui va de plus en plus, à mon avis, arriver sur nos marchés, c'est qu'en UHF, en tout cas, au début, on avait surtout la traçabilité des objets. Donc, c'est vrai que tout objet, on n'a pas forcément besoin de sécurité. Mais en fait, étant donné que le marché évolue, qu'on va de plus en plus sur des marchés type défense, sécurité, du coup, les équipements ont besoin justement d'avoir cette notion de sécurité. Et du coup, on va aller vers chercher justement comment pouvoir sécuriser toutes ces données, à la fois entre
entre l'host et le lecteur ou entre le lecteur et les différents tags. Alors, on peut, je ne sais pas, Philippe, si Oui. tu veux qu'on en discute ou je défile au fur et à mesure. Ça, c'est comme vous Bon, vas-y, souhaitez. vas-y, Ouais, défile. On reviendra ensuite aux ouais, on questions. peut revenir après ensuite sur les autres choses. Donc, c'est. Alors, hop, je défile du coup. Du coup, on en revient du coup à l'ATA. C'est surtout, en fait, c'est pour des raisons de performance et de production et de conformité réglementaire. Les industriels, du coup, ils souhaitent structurer les données. Nous, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Alors moi, je parle vraiment, c'est que de l'UHF. J'insiste sur ce fait-là. Donc, on voit de plus en plus qu'ils veulent sécuriser, structurer les données et du coup, pour avoir une homogénéisation des données, il y a un standard qui ressort de tout ça. Donc, c'est le standard c'est l'ATA-SPEC 2000. Alors, l'ATA-SPEC 2000, qu'est-ce que c'est? C'est un standard, ce n'est pas une norme. J'insiste aussi sur ce fait-là. Donc, c'est un standard de communication qui a été défini par l'ATA, qui est l'association américaine qui est créée par 14 compagnies en 1936. Donc, elle est dédiée du coup au pays à l'Amérique, mais ça vient de plus en plus en Europe et en France. On en parle de plus en plus de notre côté. Donc, historiquement, elle est conçue et exploitée par les industriels aéronautiques pour coder et décoder les données dans les tags RFID UHF afin qu'elles soient compréhensibles par tous les acteurs de la filière aéronautique. Et du point de vue applicatif, du coup, ce standard est utilisé pour l'identification et suivi de maintenance de pièces critiques telles que les pièces de moteur, les équipements de sécurité, les types gilets pare-masques, etc. Et c'est pour ça que de plus en plus, du coup, maintenant, on va vers cette tendance-là où on m'a enlevé un lecteur. Donc, normalement, sur la slèche, vous devriez avoir un lecteur, mais vous ne le voyez pas. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Du coup, ce standard, il se révèle être un des plus complets. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Parce qu'il est utilisable en l'état par d'autres filières grâce à la présence de champs de données universels tels que sont les part numbers, les serial numbers, les dates de fabrication de pièces qu'on trouve quand même très souvent dans l'industrie sur beaucoup d'équipements. Et donc, ce standard, il tend à se généraliser depuis quelques années dans des applications RFID, des secteurs industriels les plus sensibles. Là, je vous ai montré un fantassin du coup, qui est équipé d'une puce RFID, d'une puce UHF. Et pour que ce soit compréhensible de tous, on l'encode au format ATA pour que les données soient du coup une homogénéisation des données entre différents secteurs et qu'ils soient compris par le plus grand nombre de personnes possible. Voilà. OK. Nous reviendrons là-dessus. Oui, j'en doute pas. J'ai quelques questions à ce sujet qui est quand même un sujet central, parce qu'il y a le standard ATA, mais on y reviendra. Il y a d'autres standards qui existent, qui sont utilisés, mais il y a même des choses qui ne sont pas au standard, ce qui n'est absolument pas recommandé pour les utilisateurs, parce que ça leur posera de toute façon à un moment ou à un autre de gros problèmes. Mais passons, on y reviendra. Je voudrais juste revenir sur d'autres thématiques, d'autres sujets qui sont quand même dans le cadre de la thématique de ce matin. Et je voulais poser la question à Vincent, sachant qu'au passage, je rappelle que même si j'interroge une personne, des intervenants, chacun des intervenants peut y compris intervenir dans l'échange. Donc Vincent, je te pose une question d'ailleurs d'ordre général, mais qui doit intéresser tout le monde, puisque c'est les réflexions et les travaux en amont de l'adoption de la RFID. Et quels sont, selon ton expérience, le processus qui passe et qui accélère l'adoption de la RFID en général? Alors, je crois que c'est une parfaite transition. Aurélie l'a déjà abordé. La première chose qu'on voit
dans l'adoption de technologies, notamment dans l'industrie qui est notre spécialité, c'est quand une filière se structure et propose des choses standardisées afin que tous les acteurs de cette même filière puissent échanger des données. Et donc, ça passe principalement par ça. Alors, effectivement, soit c'est, comme on l'a vu pour l'aéronautique au niveau géographique, avec l'ATA au niveau américain qui décide de faire des choses, et puis par extension, d'autres acteurs étrangers peuvent récupérer les mêmes standards. Ça passe évidemment par des travaux de normalisation. J'en veux pour preuve les acteurs du monde du pneumatique, avec l'impulsion de Michelin notamment, qui se sont entendus pour proposer des choses afin que la filière adopte massivement la RFID pour l'identification des pneumatiques. Et là, en l'occurrence, le format des données est également standardisé, alors avec un standard GS1, puisqu'on va dire on est plus sur des bases d'échanges logistiques. Mais c'est, à mon sens, un des vecteurs principaux, c'est l'adoption et la structuration à la fois de la technique et de la structuration des données pour permettre de meilleurs échanges entre tous. Et ce qui fait qu'après, on obtient des ROI aussi plus faciles, puisqu'on n'a pas d'adaptation à faire. Tout le monde s'est entendu au départ et ensuite, on n'a plus qu'à déployer. Ok, merci. Merci Vincent. Ben, je rebondis sur ce que tu viens de dire, peut-être pour lancer Ludovic sur ce sujet et notamment peut-être dans le secteur de la grande distribution et de la supply chain, ou en général de la supply chain, hein, pas spécifiquement dans la grande distribution, mais qu'est-ce qui serait possible de voir, comment faire en sorte de développer la RFID dans la supply chain lorsque, dans beaucoup de cas, peu d'entreprises maîtrisent l'intégralité de leur chaîne d'approvisionnement et que tout le monde n'est pas dans le cas idéal, je dirais, de Decathlon, par exemple, qui maîtrise les usines au Vietnam qui fabriquent les produits, ils posent les étiquettes, ils sont transportés par Decathlon, et ils arrivent à Lille et ils sont dispatchés dans tous les magasins de France et de Navarre, et donc toute la chaîne est bien maîtrisée par le groupe Decathlon. Oui, c'est vrai que on se pose la question parce que le premier opérateur à avoir vraiment vulgarisé la RFID, c'est Decathlon. Pour les raisons que tu évoquais, il pouvait imposer de bout en bout, de la production jusqu'à la distribution en magasin, de mettre les tags RFID. Quand on s'appelle comme leurs concurrents Gosport ou Intersport et qu'on ne fabrique pas soi-même, la difficulté est beaucoup plus grande puisqu'il faut avoir une certaine pression sur les fournisseurs. Et quand on a en face de soi des Nike ou des Reebok, on n'a pas tellement une pression comme peut l'avoir la grande distribution alimentaire. Donc la question, c'est comment on va y arriver. En fait, on le voit un peu déjà avec l'exemple de Steed dans ce qu'a présenté Aurélie, c'est-à-dire que il y a un intérêt à avoir de la RFID même dans les chaînes de fabrication. Du coup, on peut voir arriver en grande distribution des produits déjà tagués RFID sans qu'eux-mêmes le sachent dès le départ. On a un grand exemple à mettre en avant par rapport ou en regard de ce qu'on vient de dire sur Decathlon, qui est Nike, par exemple, qui a décidé de taguer RFID ses produits dès la sortie de production aussi, à tel point, parce que c'est ça quand même qui est important de voir dans les évolutions du marché, qu'ils ont décidé d'ouvrir leur propre magasin. Où là, ils étaient tout équipés RFID. Donc, on voit que les évolutions technologiques font des basculements dans les usages également de la grande distribution. Comme Nike a fait ça pour ses propres magasins, parce qu'ils maîtrisaient leur chaîne comme Decathlon, finalement, c'est sur toutes les paires de chaussures Nike qui sortent et tous les produits. Du coup, je reprends l'exemple de Gosport qui reçoit des produits Nike déjà tagués RFID. Et de bout en bout, comme la production va s'en servir, on va avoir dans la grande distribution de plus en plus de produits tagués RFID en amont, ce qui va leur permettre de eux aussi pouvoir passer à la RFID sans avoir à mettre une pression ou faire une demande à leurs fournisseurs d'y passer parce qu'ils l'auront fait spontanément. Et c'est bien cette vulgarisation de la technologie qui se développe de plus en plus qui fait que tout le monde va y passer. Et on verra certainement un peu plus loin qu'est-ce que ça va changer pour le consommateur
dans son usage aussi, parce que ça va aussi le révolutionner dans son expérience client en magasin. Ok, donc, merci Ludovic. Donc, ça va me permettre de rebondir vers Aurélie, puisque on vient de voir que le fait d'avoir des tags RFID qui puissent être utilisés tout au long de la chaîne, y compris dans la chaîne de production, et puis aussi dans la chaîne d'approvisionnement, ça veut bien dire qu'il faut absolument rendre standardiser le mode d'enregistrement des données et leur structuration dans la mémoire pour que tous les intervenants puissent l'utiliser d'une manière interopérable et transparente. Donc, néanmoins, ça pose aussi des problèmes de sécurité puisque, outre le fait qu'on a parlé tout à l'heure de l'utilisation de l'ATASPEC 2000 et de l'UHF, donc dans l'aéronautique et le militaire, je sais que Steve, vous êtes à la pointe des problématiques de sécurité que vous avez pu mettre en œuvre dans la HF. Et donc, quelles sont les solutions, selon vous, pour sécuriser les supports UHF RFID? Steve propose du coup des solutions de sécurisation de bout en bout, ce que je disais tout à l'heure dans la présentation, à la fois des données du tag et ainsi que la communication entre le lecteur et le tag. Donc, il y a le chiffrage de l'EPC, bien sûr, ce qu'on appelle, nous, on a le mode Secure STID. On a un chiffrage de la communication entre le tag et le lecteur. Donc, celui-là, il est prévu par l'EPC Gen2V2. Hein. Il est encore peu utilisé après par les puces. C'est ça, c'est quand… Donc, STID, je le rappelle, STID, je dis qu'on est concepteur de tag, c'est-à-dire qu'on prend des puces du marché et ensuite, on design l'antenne pour pouvoir faire un tag. Et du coup, forcément, on est dépendant des puces du marché. Et il faut qu'il y ait de la demande justement pour avoir plus on aura de demande dans la sécurité, plus les puces du marché prendront les options, les différentes options que nous offre le PC1 GN2V2, puisque c'est eux en fait qui nous offrent certaines options de sécurité. Et du coup, avec ces puces, on pourra construire des tags qui, eux, seront plus tard sécurisés. Il y a aussi le dernier paramètre, c'est le chiffrage de la communication donc, entre le lecteur et le système. Je l'ai montré dans la slide tout au début. Et c'est du coup les protocoles de STID SSCP V1, V2. Et ceux-là, du coup, ont été certifiés par l'ANSI en HF et maintenant, du coup, en UHF. Alors, c'est vrai que tu es très technique dans ce que tu dis, Aurélie. Et puis, quand tu parles de chiffrage, quand tu parles de chiffrage, comme on peut être dans une réunion où on pourrait prendre, tu sais, qu'on parle de chiffre d'affaires, de commerce ou de vente, tu veux dire, je suppose, codage, écritage, ce qui est pas valorisant dans le travail que vous faites. C'est ça. C'est très important. Et tu pourrais peut-être dire aussi pour notre auditoire ce que veut dire EPC? Alors, l'EPC, en fait, oui, pour que ce soit un peu… L'EPC, en fait, c'est le code barre. Pour vraiment généraliser la chose, c'est le code barre. C'est vraiment, ou l'ID, comme vous dites, certains disent, en gros, on a un objet. Et en RFID, comment ça se passe? Dès qu'on a un objet, on lance une commande pour lire cet objet. Et du coup, c'est comme les scanettes de supermarché qui scannent un code barre, elles ont un numéro qui apparaît. Là, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on utilise, par exemple, un lecteur Zebra pour flasher un tag, du coup, on a l'EPC qui remonte, c'est vraiment l'ID, c'est le numéro principal qui remonte. Donc, forcément, de là, vous pourrez comprendre facilement que c'est bien de sécuriser, enfin, si vous le souhaitez ou pas, hein, mais c'est bien de sécuriser ces données parce que ces données peuvent potentiellement être critiques ou avoir quelque chose qui que vous voulez garder. Donc, il faut absolument pouvoir sécuriser ces données si vous le souhaitez. Et chose importante aussi à savoir du coup dans la RFID, dans l'UHF, c'est que un tag, donc on parle de l'EPC, donc c'est cette mémoire qui arrive de suite dès qu'on le lit. Mais pour le différencier du code barre, parce qu'après vous allez me dire, dans ce cas-là, on n'a qu'à tous utiliser du code barre. Ce qu'il faut savoir en UHF, c'est que oui, on a le PC, mais on a d'autres banques mémoire. On a d'autres banques qui nous permettent d'écrire énormément de choses, comme je le disais tout à l'heure, comme des part numbers, des serial numbers, et même avoir tout un suivi d'une pièce. C'est-à-dire, maintenant, on voit beaucoup dans beaucoup d'industriels,
je rebondis sur ce que mes collègues ont dit, c'est-à-dire que de plus en plus, on va aller du début, c'est-à-dire on prend une pièce, on va commencer à mettre un tag dessus pour l'identifier avec, par exemple, le serial number, mais ensuite, cette pièce, elle va vivre, c'est-à-dire qu'on va la poser sur un équipement ou on va la mettre à jour, la déposer, la reposer sur un autre équipement. Toutes ces étapes, on va pouvoir l'implémenter, la mettre dans la mémoire de la puce pour avoir cette traçabilité, parce que bon, à la base de tout, quand même, la RFID, c'est vraiment lié à la traçabilité des personnes, mais des objets. Et du coup, c'est comme ça que ça va bien fonctionner, de pouvoir à tout moment aller interroger cette pièce pour dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la pièce, et de voir un peu où ça en est. Il y a deux choses pour compléter ce que tu dis. En plus, on a oublié d'en parler sur la RFID en termes de points basiques. C'est que pour le distinguer du code à barre, déjà, l'ID, le PC dont tu parles, l'ID, c'est le numéro d'identification, est unique. Ouais. Alors qu'un code barre peut être réutilisé, ça peut être le même code barre pour toutes les boîtes de cornflakes, par exemple. Tandis qu'avec un code RFID, ce sera un numéro d'identification unique par boîte de cornflakes. Donc là, bien sûr, dans l'activité plus sensible de l'armement, c'est très important. Et en plus, l'autre valeur que tu mets surtout en avant aussi, c'est que la RFID est réinscriptible. Et donc, on peut compléter l'information tout au long de sa vie. Ça. Tu sais nous dire quelle est la taille de mémoire par EPC qu'on peut avoir pour enseigner les informations? Du coup, alors ça dépend complètement des tags que vous utilisez. Normalement, c'est 96 bits. On a 96 bits de mémoire, donc on peut mettre quand même pas mal de données, pas mal d'informations dessus. Mais c'est vrai qu'après, si on veut écrire vraiment toute l'intégralité et avoir un suivi de pièces, là, on utilisera d'autres banques mémoire. Alors, juste pour un petit bémol, donc quand on dit que le PC du tag est unique, c'est oui et non. Enfin, c'est surtout… Le PC, ce qu'il faut bien savoir, c'est que, comme on le dit, il est réinscriptible. Donc, pour le coup, on peut l'écrire donc, il ne peut pas être unique. Il y a d'autres banques mémoire qui permettent de rendre le tag, lui, unique, mais pas par son EPC. Je tiens à le signaler quand même. Oui, c'est d'accord, c'est le mélange de tout. Ok, alors, on voit là qu'on est en plein sur le cœur de la RFID, qui est de créer une identité à un objet, une identité beaucoup plus sécurisée, on vient d'en parler, on en a parlé tout à l'heure avec Aurélie, mais c'est plus sécurisé qu'un simple code barre que l'on peut photocopier, dupliquer à l'infini, etc. Mais en même temps, c'est une mémoire réinscriptible. Et donc, au-delà de la sécurité, on peut être amené à rendre des données dans la mémoire du tag UHF non visibles ou en tous les cas non accessibles par un lecteur malveillant ou quelqu'un qui souhaiterait tirer des informations de la lecture de telle ou telle donnée sensible. Donc, Aurélie, existe-t-il des solutions pour rendre des données non visibles dans un tag UHF? Alors, ATA ou pas ATA d'ailleurs? Complètement, ATA ou pas ATA, c'est surtout UHF, c'est ça. Voilà. Non, oui, c'est la GN2V2 qui nous donne cette option. Donc, c'est la fameuse option untraceable qu'on entend, enfin, nous, c'est vrai que dans l'industrie, on entend de plus en plus parler parce que justement, c'est une nouvelle option qui nous permet de faire deux choses. Donc, on l'utilise justement dans le cadre de nos fantassins parce qu'il faut bien s'imaginer que le but, en fait, c'est ça qui est un peu contradictoire, c'est que la RFID, à la base, on l'utilise parce qu'on veut être détecté de très loin. Et on se doute bien que nos chers fantassins, quand ils sont sur le champ, il ne faut surtout pas qu'ils soient détectés par n'importe quel outil. Donc, du coup, les puces qu'on utilise, qu'on met sur leur équipement, on utilise l'option untraceable qui permet justement d'éteindre. C'est-à-dire qu'au lieu de fonctionner initialement, mettons qu'on arrive à lire un tag à plus de 3-4 mètres, lorsqu'on activera cette option, il part comme un mode mute, c'est-à-dire que du coup, de fait, l'option est activée et le tag ne pourra être lu quasiment au contact. Donc, du coup, c'est vrai que c'est une option qu'on utilise de plus en plus suivant dans l'industrie. Et il faut savoir aussi dans ce mode untraceable, donc d'une part, on peut du coup réduire la distance de détection de l'équipement, mais on peut aussi enlever le PC, c'est-à-dire ce fameux PC qu'on vous dit là,
quand je lis l'EPC, cet EPC remonte, l'untraceable nous permet de cacher cet EPC. C'est-à-dire que quand on lancera une commande pour lire où se trouvent mes tags, où se trouve-t-il, parce que ce tag a été activé, on a activé l'option untraceable, le PC ne remontera plus, il sera complètement transparent. Donc, c'est vrai que c'est des nouveaux outils qu'on peut utiliser pour l'industrie, suivant, bien sûr, les cas pratiques. Mais voilà, je trouve que c'est important qu'on sache que ça existe pour pouvoir, après, il y a forcément des cas d'application ou même des industriels qui disent « Ah ben non, la RFID, ça ne m'arrange pas. » Mais voilà, il y a des nouvelles options qui, à mon avis, peuvent répondre à beaucoup de cahiers. Voilà. Oui, c'est des vieilles questions qu'on a connu par le passé sur la RFID, Big Brother, etc., qu'on peut aller. Alors, je peux répondre à la question là. Bonjour le monde, si vous le souhaitez, je sais pas. Ah, ouais. Je vois qu'il y a des questions qui montent, c'est pour ça, ça m'a perturbé. Excusez-moi, je me dis. Oui, d'accord. Bon, laisse. Je m'occupe des questions qui montent sur le. C'est pour ça, je ne regarde plus. Laisse tomber. Excuse-moi, Philippe, je suis désolée, je t'ai coupé. Oui, bon. Allez, je me tais. Tu m'as coupé, je suis perdu là. Donc, voilà. qu'est-ce que je veux dire? Oui, je faisais référence aux vieilles questions sur la RFID, comme quoi c'était une technologie qui va permettre l'avènement de Big Brother et que tout le monde pourra être traqué à distance, etc. On voit qu'il y a des outils pour parer à cette éventualité ou cette menace. Et ça fait partie de l'évolution de la RFID qui était inscrit dans les gènes, je dirais, des premières normes, mais ou standards, mais qui aujourd'hui évolue de plus en plus et qui donc donne des options pertinentes aux utilisateurs de la RFID. Et donc, ça me permet de rebondir sur une question à Vincent. Donc, à l'heure actuelle, on va reparler du marché de l'industrie de manière générale et du marché de la RFID, de l'usage de la RFID. Quels sont le type de déploiement et les avantages qui ont été avérés, qui sont avérés aujourd'hui dans l'industrie et dans quel secteur en particulier, voire quel type de cas d'usage? Merci pour cette question. Alors, je vais essayer de ne pas durer jusqu'à la fin du webinaire, puisqu'il y a pas mal d'exemples d'applications RFID aujourd'hui. C'est large. Il n'y a pas de souci, mais c'est une très bonne question. Je vais peut-être prendre la suite des propos d'Aurélie. Donc, dans notre cas, au niveau industriel, on voit deux grands cas d'usage, soit l'utilisation en boucle fermée, donc on va dire que des industriels qui produisent des biens ont des besoins d'identifier des produits, des matières ou des produits semi-finis durant le cycle de production. Et c'est uniquement pour un usage interne, auquel cas, en sortie, là aussi, on peut, en sortie, une fois que le produit est expédié dans la chaîne aval, il est possible de mettre des mécanismes jusqu'à même tuer le tag. C'est un dispositif qui est mis en place dans le protocole Gen 2V2, etc. On peut également verrouiller les données avec des mots de passe pour la chaîne aval. Alors, pour en revenir au cas d'usage, c'est vraiment pour nous de l'identification de produits, que ce soit à destination, comme je disais, d'utilisation interne, soit identifié pour une utilisation sur la chaîne aval, comme dans l'exemple de Decathlon ou d'autres que citait Ludovic. Et les cas d'usage principaux, en tout cas tout ce qui est aujourd'hui massivement utilisé, c'est des applications. Et ça va répondre aussi à une question qui a été posée dans la liste de questions-réponses. C'est pour pouvoir faire de la lecture en volume. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seul équipement qui est lu l'un après l'autre. C'est le cas dans le code barre, mais le vrai intérêt d'utiliser la RFID UHF, c'est de pouvoir lire en volume. Donc, dans le cas du retail chez Decathlon ou d'autres grandes marques de prêt-à-porter, c'est ne pas ouvrir les cartons et lire tous les articles qui sont à l'intérieur. Mais c'est valable aussi pour gérer les flux entrants et sortants au niveau des quais de réception ou d'expédition en termes de logistique.
Et une des grosses activités qu'on a effectivement aujourd'hui, c'est valider les livraisons. Donc, lire ce que contient le contenant avant qu'il soit expédié, avec tous les produits à l'intérieur, que ce soit la bonne référence, que ce soit les numéros de série, voire capturer les numéros de série, le cas échéant, et les gérer en traçabilité. Et donc, s'assurer que ça correspond bien à la commande client. C'est principalement les usages à l'heure actuelle de la RFID. Oui. Ouais, on peut être encore, Vincent. si tu veux bien Philippe, pour rajouter, on peut être encore plus clair, parce que c'est vrai qu'on lit carrément à travers les cartons, c'est le but vraiment de la RFID, il y a une palette. Je peux donner 2 exemples chiffrés, parce que je vois la question de Mohamed dessus. On a des lecteurs RFID qui peuvent lire plus de 1200 tags à la seconde. Donc, ça vous donne le volume, parce que quand on vous donne un chiffre, ça vous donne un petit peu un rapport d'échelle. Une autre information qu'on peut vous dire, c'est que passer une palette avec 1000 articles, 1000 petits articles, parce que pour qu'il y ait 1000 articles sur une palette, ils sont forcément petits. Donc, les tags RFID sont assez proches. On est capable, en passant par un article, de lire plus de 1000 articles à la vitesse de la marche, qui est souvent entre 4 et 5 km/h, avec une palette sur un transpalette, et de lire les 1025 articles, entre guillemets, d'un coup. Oui. C'est pas donné à tous les fabricants de lecteurs d'ailleurs, entre parenthèses, mais c'est bien de préciser que vous en êtes capable, Ludovic. Bon. Merci, je prends le compliment. Voilà. Mais je rebondis, justement, j'étais en train de penser à une question suite à l'intervention de Vincent et à toi, Ludovic, qui s'adresse à toi, puisque tu parles de grande distribution et donc de fonctionnalités nouvelles et massives de la RFID. Et on évoque souvent la grande distribution qui se fait concurrencer par Amazon et d'autres e-commerce de masse depuis quelques années. Et que penses-tu comment penses-tu que la RFID pourrait être un levier pour contrebalancer cette situation? C'est vrai qu'on a vu les usages énormément évoluer, surtout avec le Covid, et j'allais dire aujourd'hui la facilité, mais ça n'a pas été une facilité lorsque ça a été mis en place. Pour les e-commerçants, dont Amazon est le fer de lance, est reconnu pour ses avancées dans les usages et les expériences clients, où quand on cherche un article, il remonte plus vite, on sait s'il est en stock, on sait m'associer d'autres articles à acheter en même temps auxquels je n'aurais pas forcément pensé. On parle dans notre jargon, dans la grande distribution, de vente additionnelle, par exemple. On sait nous dire quand est-ce qu'il va être parti et faire le suivi, tout ça grâce à la technologie informatique. Et on n'imagine pas qu'un jour, on pourrait retrouver une expérience client similaire dans les magasins. Or, c'était le vrai débat des Leclerc, Carrefour, Castorama, aussi Decathlon, de pouvoir répondre en présentiel, donc ce qu'on appelle aussi en brique, avec le jargon anglais, sur la grande distribution de l'expérience client. Pourquoi? Parce que quand on va en magasin, on n'est pas sûr de trouver ce qu'il y a en stock. On ne nous propose jamais, ben franchement jamais, ça commence à arriver, ce sont des tests qui se développent aujourd'hui, le produit additionnel quand on en a dans les mains. Pourquoi et comment la RFID va permettre de faire ça? Imaginez que je sois dans un rayon cosmétique, par exemple. Ok, j'ai mis des tags RFID sur chacun des produits, petits, compliqués à faire, mais possible. J'ai mis une antenne derrière et j'ai un écran au centre. Je vous ferai un autre exemple avec la cabine d'essayage juste après. Ok, je prends un produit entre les mains, rouge à lèvres, le numéro 25 de chez tel fabricant. Ok, et là sur l'écran, on est déjà capable de savoir que le rouge à lèvres que j'ai entre les mains est sorti du rayon, alors qu'il est qu'à quelques centimètres. Et on va me dire, en général, avec ce rouge à lèvres, le fabricant vous recommande tel fard à paupières, tel Brissil, etc. Et donc, va conseiller la cliente directement sur les autres produits associés à celui qu'elle a entre les mains. Quand elle va le reposer et en prendre un autre, on va pouvoir lui apporter quelques compléments d'information de la même manière. Et puis, surtout, le nerf de la guerre chez la grande distribution, c'est de se dire que, bah tiens, les produits que je vends le plus souvent, et donc ce qui s'est vendu aujourd'hui, c'est X quantité de tel produit, X d'un tel, et donc quand je vais réapprovisionner le magasin, je vais lui envoyer exactement ce qui a été vendu, parce qu'avec la RFID en temps réel et sans passer par quelqu'un qui va valider humainement un bon de stock, je vais pouvoir dire qu'il faut réapprovisionner tel et tel et tel modèle. Aujourd'hui, il faut savoir que c'est un vrai sujet parce que justement, je prenais la cosmétique. Les magasins se plaignent parfois d'avoir trop de stock d'un produit qui ne se vend pas et pas assez du produit qui se vend. Donc, c'est ce genre de choses que ça va pouvoir résoudre la RFID et en présentiel. Et c'est vraiment important parce que ça va faire un retour d'expérience client plus satisfaisant en magasin
que ça ne l'est aujourd'hui par rapport à ce qu'on vit sur l'Internet. L'autre cas d'usage que je peux exprimer également, assez parallèle, c'est dans le textile, donc toujours la grande distribution, mais cabine d'essayage. On est capable de savoir avec les RFID que tel et tel produit ont été retirés du rayon, ont été emmenés en cabine d'essayage. On peut imaginer des miroirs tactiles et complémentaires avec de l'affichage qui vous diront, avec cette petite robe ou ce pantalon, vous conseillez tel haut, telle chose, etc. Mais aussi, on saura ce qui va être amené en temps réel dans le magasin et non acheté. Et par exemple, pour illustrer le propos et prendre un cas extrême, on va dire, c'est bizarre, cette petite robe verte, elle a été prise 30 fois en cabine d'essayage en un mois ou en 15 jours et elle n'a jamais été achetée. Il y a certainement un problème dessus. Il faut aller voir, est-ce que c'est ce modèle de robe qui a été abîmé par un consommateur ou est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui fait que ça ne plaît pas? Il y a des enseignements à tirer, il y a des données marketing à récupérer que l'on va pouvoir avoir en présentiel qu'il n'est pas possible d'avoir aujourd'hui sans la RFID. Et on va directement concurrencer toutes les données marketing qui sont extractibles des ventes par Internet en magasin grâce à la RFID. Merci Ludovic. Mais ça fait bon, ce qui me permet de rebondir sur une question là d'un auditeur qui nous demande, comment dirais-je, de manière plus explicite, même si ça a déjà été dit, hein, mais grosso modo, c'est une vieille question récurrente. Hein. Quel est l'essentiel de l'avantage compétitif de la RFID vis-à-vis d'un QR code, sachant que, à part la possibilité de lecture à distance et la possibilité de lecture en masse de plusieurs tags instantanément, qui sont déjà, pour moi, je pense, ce sont des beaux critères, et je vois la question de Thibaut. Des bons critères. Hein, voilà. Ouais, il met le doigt sur… Je rajouterais la possibilité de lecture à travers le carton, à travers des matériaux non conducteurs, bien sûr. Et puis, on en a parlé tout à l'heure avec Aurélie, c'est aussi de sécuriser l'identité de l'objet tout au long de sa vie, alors qu'avec un QR code, c'est d'abord, ça se détériore plus facilement avec le temps, et qu'ensuite on peut le dupliquer, l'effacer, le changer, etc., etc. Donc la RFID a tout un ensemble d'avantages. Bon, est-ce que vous voyez d'autres choses à rajouter? Il y a aussi le côté, moi le seul côté que je vois à rajouter par rapport au QR code, c'est le côté réinscriptible dont on a parlé avec Aurélie sur la RFID. On peut emporter de la donnée et la transmettre sans avoir accès à Internet. Oui, tout à fait. Ouais. Aussi, oui. Et la grosse quantité de mémoire qui peut être utilisée plus qu'un QR code aussi. Oui, aussi. Ouais, mais justement, il y avait une question sur la grosse quantité de mémoire, on n'a pas répondu. J'allais. Voilà, ça fait la transition pour elle. C'était une transition pour Aurélie, puisqu'il y a une question qui est sur le mode untraceable, et que est-il disponible sur des tags UHF de haute mémoire de type 64 kilobits? Je réfléchis. En fait, il n'y a vraiment pas beaucoup de fondeurs qui ont cette option untraceable. Celle que, pour l'instant, non. Pour l'instant, la fonction untraceable, elle est utilisable. La plus grande mémoire, en fait, c'est du 2K bits. Sur des puces ayant du 64 bits de mémoire, mais allez, 98% de chance que non. Désolé, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Mais voilà, c'est toujours pareil. C'est l'offre et la demande. C'est plus, je pense, il y a de personnes qui voudront utiliser ce mode, plus il apparaîtra sur… les fondeurs se diront, bah, tiens, on va la mettre dans notre puce, quoi. Alors là, tu ouvres une autre question sur laquelle je rebondis. C'est que effectivement, tu as parlé de la fonction untraceable, mais il est clair que chaque fondeur de puce RFID, d'ailleurs qu'elle soit HF, UHF ou que sais-je, ont leurs propres spécificités et leurs propres fonctionnalités qu'ils implémentent pour développer un avantage compétitif entre eux. Hein. En fait, il y a des items, oui, je te coupe Philippe, juste, il y a des items qui sont mandatory, donc il y a des choses où on ne peut pas, on est obligé de toutes les puces ont forcément certaines commandes qui sont, elles sont obligatoires, donc on les a toutes. Mais après, voilà, il y a les petites options comme cette fameuse untraceable qui fait que le fondeur le prend ou le prend pas en fonction des usages qu'il voudra faire à sa puce, quoi, exactement. Et donc, je confirme ce que tu dis, sauf
à ce que ça ait changé depuis, mais la fonction untraceable, que je sache, elle est portée par un seul fondeur à ce jour, UHF, dont je ne citerai pas le nom, mais qui me permet aussi de rebondir sur une autre question qui concerne les approvisionnements des tags et des puces, compte tenu de ce qu'on voit aujourd'hui surgir avec les pénuries de semi-conducteurs, et comment s'assurer des approvisionnements de tags, et est-ce qu'il y a une menace de ce côté-là, à votre avis? Alors là, c'est une question ouverte à tous. Moi, je dirais qu'en fait, on a de la chance d'avoir quand même beaucoup de fondeurs. Il n'y en a pas qu'un, il y en a quand même beaucoup. Donc, forcément, il y a beaucoup de tags. Donc, bon, on sera obligé de tourner peut-être sur d'autres références de tags, sur d'autres références de puces. Mais enfin, la pénurie, ça va peut-être… enfin, je sais, hein, nous aussi, on est impactés comme tous. Disons que la chance qu'on a, si on parle vraiment global UHF RFID, forcément, tout tag UHF passif fonctionne. Donc, on a vraiment énorme. On n'est pas obligé d'être bloqué sur une seule référence. Donc, c'est vrai que comme ça, ça donne on a vraiment un grand éventail. Donc, voilà. Bien sûr, la personne qui est vraiment… qui a borné toute sa solution sur un seul tag et il veut absolument utiliser celui-ci, je ne dis pas que… il y aura peut-être des difficultés, mais c'est le côté aussi positif de la RFID UHF, c'est que on peut lire n'importe quel tag. Donc, du coup, ça ouvre… Du coup, on a forcément un plus grand stock de matière, quoi. Oui, on ne l'a peut-être pas évoqué, mais il faut rappeler qu'effectivement, outre les fonctionnalités supplémentaires que chaque constructeur peut apporter à ses productions, il y a quand même un socle qui est une norme, et non plus un standard, mais une norme tout à fait. qui est signée par tous les industriels et auxquels ils se réfèrent pour fabriquer leurs puces, une norme ISO 18000-6, 6C, oui, tout à fait. Ouais. C et autres, hein. Mais en gros, c'est le socle de base qui permet l'interopérabilité entre les différentes puces. Et donc, vous pourriez avoir des applications et des usages qui utilisent plusieurs marques de puces dans une même application, sur une même application. Même, bon, ce ne sera peut-être pas le cas pour la fonction untraceable, comme on l'a dit il y a quelques minutes, mais là, on est hors norme ISO, si je puis dire, hein. C'est ça, Voilà. Exactement. Alors, si je peux me permettre oui, de compléter avant que tu passes à la suite. Alors, il commence à y avoir aussi des créateurs de puces français pour des applications un peu spécifiques qui nous ouvrent des perspectives pour l'avenir en sourcing plus local. Et ça fait le lien aussi avec la question précédente de Thibaut sur les avantages des puces RFID, c'est qu'on commence à ajouter des fonctions aux puces RFID en plus de cet aspect données, lecture en volume, etc. Mais on peut aussi y adjoindre des capteurs de mesure. Donc maintenant, on peut trouver sur le marché des puces RFID qui fournissent, moyennant le transfert de données sans rien changer au protocole, des valeurs de température, de pression, de casse pour certaines applications. Donc, ça ouvre vraiment des perspectives hyper intéressantes. Et Cocorico, il y a des gros acteurs hyper performants en France. Donc, voilà. C'est bien de le signaler, oui, en effet. Oui, ça ouvre des perspectives, effectivement, au-delà de tout ce qu'on s'était dit. Alors oui, j'ai une question là qui tombe, ce qui fait référence aux actualités, comment dirais-je, récurrentes autour des matériaux et des terres rares. Est-ce que les puces sont construites avec des matériaux de type spécifique rare, bon, et faisant que celles-ci des objets à durée de vie limitée? Alors, les matériaux, bon, je ne sais pas, j'allais répondre, mais je vous laisse répondre peut-être, mais sur ce sujet. Au niveau des tags, matériaux au niveau de la puce, c'est sûr que ce sera forcément du silicium, hein, à mon sens. Et après, voilà, là-dessus, je crois qu'il n'y a pas trop de débat. Et après, autour, donc pour fabriquer l'antenne, on entend, après, c'est sur tout type, hein, les tags, on entend sur des tags papier, de l'encre, du plastique, il y a vraiment énormément de matériaux.
je ne sais pas si mes collègues veulent rebondir. C'est… Disons que la question, c'est est-ce que ces puces sont conduites avec des matériaux rares, faisant de celles-ci des objets de vie, des objets à durée de vie illimitée? Moi, je crois que les deux ne sont pas liés. La durée de vie de la puce est très longue. On en sait en faire qui dure plusieurs années. Oui, Après, bien sûr, ça dépend de ce qu'on y met et de la durabilité qu'on y prévoit dès qu'on la fabrique. Mais ce sont deux choses différentes qui n'ont pas les mêmes incidences. Le côté rare du matériau fait qu'on peut avoir une pénurie à un moment de construction. En revanche, le côté rare du matériau n'a pas de lien avec la durée de vie du tag RFID. Non. Ce qui peut avoir un lien avec la durée de vie du tag RFID, c'est plutôt le nombre de cycles d'écriture sur la mémoire de la puce qui est garanti avec des chiffres assez importants, hein, oui. par chaque constructeur. Hein, c'est-à-dire… C'est ça. Et là, ça répond à la dernière question qui vient de tomber en termes d'écologie. Quel est l'impact des tags? Ben justement, comme la puce RFID peut être plus de nombreuses fois et durer plusieurs années, c'est plus écologique que si on devait en reproduire une à chaque cas d'usage. Ah, C'est ça. C'est clair. Ou de réapposer plusieurs fois des étiquettes avec l'usage de papier successifs, de solvants pour les adhésifs, Exactement. etc. Exactement, oui, tout à fait. Ouais. Une question qu'on a zappée aussi, c'est la géoloc qui demandait quels sont les usages à ce jour. Je peux donner un cas d'exemple, mais je pense que Vincent en aura d'autres aussi. C'est utilisé, moi je connais un cas d'usage qui est utilisé chez les constructeurs automobiles pour localiser leurs véhicules sur leur parc de construction en sortie. Donc, il faut imaginer des très très grands parkings comme à la grande distribution chez Carrefour, Auchan, Leclerc, mais encore plus grands, où en plus c'est que la même marque de voiture, beaucoup de fois le même modèle, beaucoup de fois la même couleur, et il faut localiser un véhicule précis qui va partir en concession. Et la RFID permet d'apporter beaucoup de précision à quelques mètres, voire moins d'un mètre. Mais je pense qu'on peut aussi faire mieux dans d'autres cadres, et là je te laisse la parole, Vincent. Oui, alors c'est une excellente question qui pourrait faire l'objet d'un webinaire entier. à part entière, pardon. Alors, si on parle de RFID UHF, elle n'a pas de propriété de géolocalisation intrinsèque. Néanmoins, les acteurs de la filière, notamment les fabricants d'antennes et de lecteurs, ont développé des systèmes qui permettent, en fonction de la provenance des ondes, en travaillant sur les antennes, en fonction du niveau reçu et de l'angle d'où viennent les ondes, on peut avoir une triangulation en fait. C'est pas tout à fait une triangulation, plus de la directionnalité, enfin de la détection de direction des ondes. Et en ça, on peut avoir de la localisation. Alors les meilleurs résultats qui sont revendiqués par certains fabricants, c'est qu'on peut avoir une distinction à peu près à 1 mètre. Par contre, on va avoir un certain nombre de contraintes d'implémentation qui fera que ce ne sera pas valable dans tous les cas. Je vais citer un simple exemple. Si on a des antennes au plafond pour géolocaliser sur un plan en 2 dimensions, comme on pourrait le faire sur un plan de masse d'un site ou d'un magasin, si on a tous les tags à la même altitude, ben là, on aura une assez bonne précision et une discrimination des tags et on pourra les positionner effectivement à 1 mètre. Si, comme dans un magasin standard avec des étagères, etc., les tags de chaque article sont posés à des altitudes différentes, on ne va pas pouvoir discriminer exactement leur position, donc c'est un peu plus complexe. Après, ce à quoi faisait référence Ludovic, c'est qu'en fait, on parle de RFID, aujourd'hui c'est assimilé dans le langage commun, comme la technologie qui est déployée chez Decathlon, la RFID UHF, donc avec des simples étiquettes. Néanmoins, la RFID, c'est de multiples technologies, et notamment de la RFID active, où là, en fait, on va avoir des tags gros comme des cadrans de montre à peu près, qui intègrent une source de batterie, et qui, donc, la puce en elle-même donc est accompagnée d'une source d'énergie, une batterie, une pile bouton, etc., qui permet d'émettre beaucoup plus loin. Et là, effectivement, avec des antennes et un quadrillage d'antennes, alors à différentes distances, ben, on peut effectivement faire de la triangulation des ondes et avoir une position XY relativement précise de l'ordre du mètre, mais avec des… Mais du coup, niveau écologie, ce sera moins bon. Hein. Ouais. Avec les batteries. Ouais. Oui. Et puis les batteries, il faut les changer. Voilà, c'est ça.
Donc, c'est les pour ça. piles, Plusieurs années surtout. quand même, je crois, les batteries. Hein. Oui, Les oui, ça piles, dure de longues années. voilà. Voilà. Bon. Mais niveau Alors, durée de vie, j'ai du une coup, c'est pareil. question, j'ai une question, mais je vais peut-être y répondre, mais je ne sais pas si j'ai bien compris la question, qui est celle-ci. Concrètement, doivent être implémentées physiquement les puces pour l'identification des produits? Alors, je commence par un premier bout de réponse. Je suppose que c'est pour se poser la question de comment on implémente. Ça veut dire qu'en fait, ça fait allusion pour moi à la multitude quasi infinie des formats de tags et de puces et d'étiquettes RFID qui peuvent être collés, qui peuvent être jetables, qui peuvent être sur du papier, comme une étiquette autocollante, qui peuvent être un tag durci, qui peut résister à des températures élevées, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, concrètement, ça veut dire que comment les implémenter? Eh bien, il faut savoir quel est le contexte de l'application et quel tag il faut choisir, qui est une question essentielle et immédiate à se poser, hein, pour l'implémenter ensuite sur le produit ou l'objet que l'on doit identifier et que l'on doit tracer tout au long de sa vie. Voilà mes premiers éléments de réponse. Si vous en avez d'autres, je suis preneur. Ouais, Ouais, tu as dit la base, pardon, excusez-moi. Voilà. Non, mais c'est bon. Non, je vous... Je C'est disais, exactement ça. ouais, dans notre métier d'intégrateur, en fait, et quand on est appelé par des clients pour des sujets RFID, souvent la vraie problématique, c'est trouver le bon tag et le bon emplacement pour le tag et comment le fixer. Et une fois qu'on a trouvé ça, effectivement, tout devient plus simple. C'est ça, c'est connaître la matière, ouais. Connaître Mm. la matière sur laquelle vous voulez identifier votre produit. Et après, du coup, en fonction de la matière, on vous aiguillera plutôt sur une famille de tags ou une autre. Donc, c'est vraiment, ouais, c'est exactement ça. Donc, les tags peuvent être vissés dans de la matière, peuvent être collés, peuvent être intégrés à l'intérieur d'un produit, dans la mesure où il n'est pas métallique, puisque ce qu'il faut retenir grossièrement, c'est que ça reste des ondes électromagnétiques et que c'est fortement perturbé ou en tout cas sensible au liquide et au métal. Exactement. Bien. Alors, j'espère que ça répond. Je pense, oui. La réponse est oui, de la part de l'ENEC. Bien, qu'est-ce que je veux dire? Alors, on arrive au bout de ce webinaire en termes de timing. Et on va en rester là. Mais avant cela, et avant de se quitter, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, mes chers intervenants, sur tout ce qui s'est été dit en l'une ou deux phrases? Pour moi, c'est bon. Oui. Aurélie, alors? Impeccable. Impeccable? Oui. Il ne faut puis, pas hésiter de toute façon à revenir après, vous poser des questions. Ah oui, alors bon, voilà, c'est plus. J'oubliais d'informer notre public que tout ce webinaire sera publié par ConnectWave dans notre chaîne YouTube en replay. Donc, pour ceux qui n'auront pas tout suivi ou qui auront eu quelques absences, ils pourront s'y référer, et y compris le faire partager à d'autres, hein, donc très volontiers. Sinon, bon, là, on n'a pas de PowerPoint à partager parce que, grosso modo, il n'y a pas eu de présentation formelle. Et ensuite, moi, je vous invite aussi, comme vient de le poster Mélanie, que vous pouvez vous inscrire aux prochains webinaires qui vont se dérouler tout au long de l'année 2022, à raison de 1 ou 2 par mois selon les calendriers, au lien que Mélanie vous a posté sur le canal discussion. Voilà. Mélanie, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter peut-être? C'est bon pour moi aussi. C'est bon pour toi. Moi, je voudrais juste rajouter qu'on ne l'a pas expressément dit, mais que ConnectWave est un acteur qui a vocation à rassembler toute la communauté, à la fois des offreurs de solutions, donc comme CIPAM, comme Zebra, comme STID, les utilisateurs, donc des gens qui ont déjà implémenté la RFID, qui ont de l'expérience dans le domaine, et puis les gens qui veulent en savoir plus. Et à ce titre, il y a pas mal de prestations fournies par ConnectWave
qui peuvent permettre à ceux qui désirent en savoir un peu plus d'être accompagnés, que ce soit par des formations ou autres. Voilà. Voilà, et donc ConnectWave, en effet, merci Vincent de ce petit point. Donc ConnectWave peut vous répondre à toutes vos questions. Vous allez sur le site connectwave.fr et puis vous pouvez poster une question quelconque ou même demander un rendez-vous téléphonique et on sera ravis de vous répondre et de vous aider dans votre réflexion, quelle qu'elle soit, autour de la RFID, mais aussi de l'IoT, puisqu'il y a des liens dans certains cas d'usage entre la RFID et l'IoT qu'il ne faut pas non plus négliger. Voilà, merci à tous pour votre attention. J'espère que ce webinaire a été utile. En tous les cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir par un petit message. On en sera ravis. Et à très bientôt, j'espère. Bonne fin de journée. À Merci tous. bien. Merci Au revoir. à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir.